En ce début d'année 1945, 860 000 Japonais occupent encore d'importants territoires en Extrême-Orient, notamment en Malaisie, en Indonésie, en Birmanie, à Bornéo ou en Mandchourie, mais aussi dans une multitude d'îles du Pacifique, les Carolines, les Marshall, la Nouvelle-Guinée, Rabaul par exemple. Des Japonais déterminés à s'opposer aux Alliés, américains bien sûr, mais aussi britanniques, australiens et néo-zélandais. Aux Philippines, le général MacArthur a certes débarqué le 20 octobre 1944 sur l'île de Leyte en prononçant sa fameuse phrase « Je suis revenu », mais il ne faut pas perdre de vue que ce pays se compose d'un archipel de plus de 7600 îles et que la capitale Manille, sur l'île de Luzon, est encore aux mains des Japonais. Or, MacArthur a fait de la libération des Philippines une affaire personnelle. Et après la victoire navale du golfe de Leyte le 26 octobre 1944, que j'ai relaté à l'épisode 20, il peut engager au premier jour du mois de janvier 1945 la reconquête de l'île de Luzon en débarquant dans le golfe de Lingayen à l'ouest de l'île. Les navires qui accompagnent ce débarquement doivent toutefois faire face aux assauts aériens des kamikazes, comme lors de la bataille du golfe de Leyte. Le porte-avions USS O'Malley Bay est ainsi coulé le 4 janvier 1945, tandis que 3 croiseurs, un porte-avions d'escorte, 2 cuirassés, plusieurs destroyers et autres bâtiments sont plus ou moins sérieusement endommagés, occasionnant 235 morts et 800 blessés. Mais les Américains réagissent en bombardant les bases aériennes d'où partent ces kamikazes, lesquels sont obligés de les évacuer et au matin du 9 janvier 1945, ce ne sont pas moins de 68 000 hommes de la 6e armée qui débarquent sur les plages et établissent en quelques jours une tête de pont de 32 km de large sur 8 de profondeur, permettant à plus de 203 000 soldats de prendre pied sur l'île de Luzon. Si dans les premiers jours, les Américains ne rencontrent guère de résistance, ils doivent, à partir du 23 janvier, faire face aux contre-offensives des Japonais qui se sont retranchés dans les bunkers creusés dans les monts surplombant le golfe de Lingayen. Ce n'est qu'au prix de lourdes pertes humaines que ces bunkers sont repris un par un jusqu'au 31 janvier. Mais désormais, la route de Manille est ouverte. D'autres forces ont débarqué au nord, dans la péninsule de Bataan, et au sud, encerclant totalement la capitale des Philippines, dans laquelle les Américains pénètrent dans la soirée du 3 février. Le général Tomoyuki Yamashita, qui assume la défense japonaise des Philippines, a déclaré Manille ville ouverte. Mais le contre-amiral Iwabushi Sanji, qui commande les défenses navales de la ville, refuse d'obéir à cet ordre et décide, avec ses 19 000 hommes, de défendre Manille jusqu'au bout. Les Américains ne veulent pas bombarder la ville, qui compte encore 700 000 habitants, et ils doivent donc mener un combat de rue comme les Allemands et les Soviétiques à Stalingrad. Ces combats ne prendront fin que le 3 mars. Pas un seul Japonais n'a survécu, tandis que les Américains ont eu 1000 morts et 5500 blessés. Mais les principales victimes sont les civils philippins. 100 000 d'entre eux ont péri non seulement en raison des combats, mais aussi du fait des exactions des Japonais. Pour pouvoir utiliser le port, les Américains entreprennent en parallèle de reprendre la forteresse de l'île de Corregidor dans la baie de Manille, occupée par les Japonais depuis mai 1942. Pendant 2 semaines, l'île est bombardée sans répit, tant par l'aviation, près de 3000 tonnes de bombes sont larguées, que par la marine. Et c'est par une opération aéroportée que, le 16 février, 2000 parachutistes sautent sur l'île, rejoints par 1 millier de fantassins. Une fois de plus, les Japonais se battent jusqu'au dernier. Et à la fin des combats, le 26 février, les Américains ne feront qu'une vingtaine de prisonniers. Luzon est enfin reprise, et MacArthur peut officiellement rétablir le gouvernement philippin le 28 février. La situation militaire du Japon est désormais catastrophique.
Le pays n'a connu depuis le milieu de l'année 1942 que des défaites, ainsi que je l'ai relaté à l'épisode 20. Et la marine impériale japonaise ne peut plus aligner que quelques porte-avions, sous-marins et bâtiments de surface, des destroyers, des croiseurs et un seul cuirassé, fort peu opérationnel en raison du manque chronique de carburant. Car le pays n'a que peu de ressources naturelles et dépend d'un approvisionnement extérieur, par voie maritime. Or, les convois japonais sont de plus en plus envoyés par le fond, par les navires et sous-marins alliés. Et surtout, les Américains, sur l'initiative de l'amiral Chester Nimitz, ont lancé à partir du 27 mars 1945 l'opération Starvation, famine en français, consistant à larguer devant la plupart des ports japonais plus de 12 000 mines pour bloquer les convois logistiques et affamer le pays. De fait, l'archipel finit par se trouver complètement isolé. En quelques mois, 670 navires ont ainsi été coulés ou endommagés, et pratiquement toutes les principales routes maritimes ont été interrompues. Et l'économie du Japon, notamment militaire, se trouvait ainsi quasiment détruite. En outre, depuis la reconquête des îles Mariannes à la fin de l'année 1944, les Américains sont maintenant en mesure de larguer leurs bombes sur le territoire japonais à l'aide de leur nouveau bombardier quadrimoteur B-29. À partir du début de l'année 1945, le général Curtis LeMay, commandant du 21e Bomber Command américain, a décidé de faire procéder à des bombardements de nuit et à basse altitude sur les villes japonaises avec des bombes incendiaires au napalm, non seulement pour détruire le potentiel industriel du pays, mais aussi pour terroriser la population. On passe ainsi des bombardements tactiques contre les cibles militaires, usines militaires, raffineries, bases navales et militaires, etc., à des bombardements stratégiques massifs sur des cibles civiles, maisons, services publics, transports, ceci pour ébranler le moral de la population. La ville de Kobe a été la première à subir un tel raid le 3 février 1945, suivie par la capitale Tokyo les 23 et 24 février, et surtout dans la nuit du 9 au 10 mars 1945 avec l'opération Meeting House, où 1700 tonnes de bombes sont larguées sur la capitale par 334 B-29. Ce fut le bombardement le plus meurtrier de toute la guerre. Une véritable tempête de feu qui détruisit 30 km² et fit plus de 100 000 victimes, soit davantage que les bombardements alliés sur Hambourg en juillet 1943 ou sur Dresde en février 1945. Plus même que ne le fera le bombardement atomique de Hiroshima quelques mois plus tard, et dont je vous parlerai au prochain épisode. Deux autres raids sur la capitale japonaise eurent encore eu lieu le 24 mai et dans la nuit du 25 au 26 mai, détruisant encore 44 km² essentiellement au centre de la ville. La majeure partie de la capitale étant alors construite en bois, ces bombardements ont causé de gigantesques incendies, rasant au total plus de la moitié de la superficie de la ville. Toutefois, la victoire ne peut être atteinte par les seuls bombardements aériens. Elle nécessite en effet une action conjointe de toutes les forces militaires, aériennes, terrestres et navales. Les Alliés ont pu le constater en Allemagne, où la victoire n'a été acquise que par l'occupation terrestre de tout le pays. S'ils veulent vaincre le Japon, les Américains ne pourront donc pas faire l'économie dans l'engagement de leurs forces terrestres. Mais entre les Philippines et le Japon, les forces japonaises occupent de nombreuses îles, qui constituent autant de bastions à prendre. L'état-major américain a d'abord opté pour la stratégie dite du saute-mouton, consistant à éviter les îles trop fortifiées pour se concentrer sur d'autres îles moins défendues, mais où il sera possible d'établir des bases se rapprochant des territoires japonais par saut de puce. MacArthur est cependant opposé à cette stratégie. Je le cite. « Ma conception stratégique du théâtre pacifique consiste en des frappes massives contre les seuls principaux objectifs stratégiques. C'est tout le contraire de ce qu'on appelle le saut d'île en île,
qui est le refoulement graduel de l'ennemi par une pression frontale directe avec les lourdes pertes qui en découlent. Les points clés doivent évidemment être conquis, mais un choix judicieux de ces points éviterait le besoin de prendre d'assaut la masse d'îles contrôlées par l'ennemi. Le saut d'îles en îles, avec ses pertes insensées et sa progression lente, n'est pas mon idée de comment mettre fin à la guerre rapidement et avec le moins de victimes possible. Un des points clés envisagés par MacArthur est l'île volcanique d'Iwo Jima, faisant partie de l'archipel Ogasawara en mer des Philippines, à près de 1000 km au sud de Tokyo. En effet, les Japonais ont fait de cette île de 21 km² dominée par le volcan Suribachi une forteresse, leur permettant de prévenir l'arrivée des raids américains dans leur direction, et sa conquête les priverait donc de cette station d'alerte. Surtout, l'utilisation des 3 terrains d'aviation qui y ont été construits serait de la plus grande utilité pour les Américains. En effet, leurs B-29 qui partent des îles Mariannes pour bombarder le Japon doivent effectuer un trajet aller et retour de plus de 5000 km sans pouvoir être escortés par des chasseurs dont le rayon d'action est insuffisant. Pour se protéger, ces bombardiers doivent alors évoluer à très haute altitude, ce qui implique un surcroît de consommation de carburant, limitant d'autant la charge disponible de bombes. Par conséquent, disposer d'une base de départ et d'escale sur l'île d'Iwo Jima raccourcirait grandement le temps de vol vers Tokyo. L'assaut sur cette île est fixé pour le mois de février 1945 sous le nom de code Opération Detachment, détachement en français. Du côté japonais, le général Tadamichi Kuribayashi a été chargé fin juin 1944 de la défense de cette île. Il dispose pour cela d'une vingtaine de milliers d'hommes et, conscient de l'imminence d'un assaut américain, il a fait creuser tout un réseau de souterrains, 17 km de tunnels reliant les différentes fortifications de surface dispersées sur l'île, 5000 grottes fortifiées, nids de mitrailleuses, postes d'artillerie, etc. Et surtout, il est déterminé à défendre Iwo Jima jusqu'au bout. Car selon le code d'honneur Bushido, la voie du guerrier en japonais, une reddition du soldat japonais est une honte tout simplement inenvisageable. Les Américains n'ignorent pas cette détermination des Japonais, et avant d'effectuer un débarquement dans l'île, ils procèdent à partir du 16 février et pendant 3 jours à un bombardement aérien et naval ininterrompu de 300 000 obus. Un déluge de feu qui n'endommage toutefois que peu les défenses souterraines. C'est au matin du 19 février que les opérations de débarquement débutent. Une première vague de 30 000 hommes se lance à l'assaut des plages, soutenue par les navires de la 5e flotte des États-Unis. Les Américains ne rencontrent au début que peu de résistance, mais rapidement les Japonais déclenchent un feu nourri qui cause de nombreuses pertes parmi les Marines. Néanmoins, à force de détermination et d'héroïsme, les Américains parviennent en fin de journée à sécuriser les plages et à établir une tête de pont sur tout le sud de l'île, isolant le mont Suribachi, dont le sommet est atteint le 23 février. Le photographe de presse Joe Rosenthal a immortalisé dans un cliché célèbre intitulé « Raising the Flag on Iwo Jima » la pose du drapeau américain par 5 Marines et un infirmier de la Navy. C'est à une véritable bataille d'usure que les Américains doivent faire face. Chaque mètre est conquis au prix de nombreuses pertes humaines, et devant la résistance opiniâtre des Japonais, les Marines doivent détruire une à une les positions ennemies au lance-flammes, à la grenade ou même au bulldozer. La conquête particulièrement meurtrière de la côte 382 a même été surnommée par les Marines le hachoir à viande. Un premier aérodrome est pris le 22 février. Le deuxième le sera le 25, au prix de lourdes pertes américaines,
Et enfin, le troisième est pris le 3 mars, également au prix de combats sanglants. Les Marines auront la satisfaction de voir le 5 mars un bombardier B-29 à court de carburant en revenant d'un raid de Tokyo pouvoir se poser en catastrophe sur l'aérodrome numéro 1. La progression américaine est ininterrompue jusqu'au nord-est de l'île. Mais malgré une situation désespérée, les Japonais refusent toujours de se rendre, se lançant dans des charges suicidaires au cri des Banzai. Et ce n'est que le 14 mars que les Américains considèrent avoir conquis toute l'île, même si quelques centaines de Japonais résistent toujours dans des poches de résistance qui ne seront définitivement éradiquées que le 26 mars, avec le suicide du général Kuribayashi. Enfin, à partir du 7 avril, une fois les pistes d'aviation remises en état, les chasseurs Mustang peuvent décoller depuis Iwo Jima pour escorter les superforteresses dans leur raid sur le Japon. Iwo Jima est conquise. Mais à quel prix? Les Japonais ont perdu 6 821 hommes et ont eu plus de 19 000 blessés. Du côté japonais, la quasi-totalité de la garnison de 21 000 hommes est décimée. Les Américains n'ont fait que 216 prisonniers, dont seulement 22 se sont volontairement rendus, les autres ayant été capturés inconscients. Cette bataille a laissé une empreinte durable dans la mémoire américaine. Il n'y a qu'à se rappeler les 2 films réalisés par Clint Eastwood en 2007, Mémoire de nos pères et Lettres d'Iwo Jima, présentant les 2 points de vue des combats. La conquête du territoire japonais est maintenant envisageable. Or, à l'extrême sud-ouest du pays, se trouve l'archipel Ryukyu, un chapelet d'îles annexées par le Japon à la fin du XIXe siècle, et dont la principale porte le nom d'Okinawa, une île de 1200 km², peuplée de 500 000 habitants, située à 1500 km au sud-ouest de Tokyo. La prise d'Okinawa est le prolongement stratégique de la conquête d'Iwo Jima. Elle doit d'abord permettre d'intensifier les bombardements sur le pays et de couper les dernières lignes d'approvisionnement en provenance de Chine, mais aussi de servir de base de départ des troupes en prévision de l'invasion du Japon. Le quartier général impérial n'ignore pas que cette île sera le lieu de la prochaine attaque américaine, et il décide de la protéger en conséquence. Le général Mitsuru Ushijima est chargé de défendre Okinawa à la tête des 120 000 hommes de la nouvelle 32e armée, composée notamment de 20 000 supplétifs okinawaïens, les Boitai, population plutôt pacifique, au moral faible, car victime de la discrimination des autres combattants pour ne pas partager leur fanatisme jusqu'au-boutiste. Comme à Iwo Jima, les Américains commencent à bombarder intensément l'île à partir du 18 mars 1945, tant par avion, plus de 5000 sorties, que par mer, 5000 tonnes d'obus. Et le 1er avril 1945, 50 000 hommes, marines et armées de terre de la 10e armée, sous le commandement du général Simon Buckner, débarquent sur les plages de la baie d'Agushi, sur la côte occidentale, sans rencontrer de forte résistance car Ushijima a décidé de se défendre sur les points forts de l'île. Rapidement, les Américains capturent et remettent en état 2 aérodromes avant de procéder vers le nord et le sud. Le 5 avril, tout le centre d'Okinawa est occupé aisément. Mais ce calme n'est qu'apparent, car les Japonais ont choisi de porter leur coup sur les navires ennemis au large de l'île, en lançant une action kamikaze de masse sous le nom d'opération Kikuzui, chrysanthème flottant en japonais, une fleur considérée comme le symbole de la pureté spirituelle. De mars à juin 1945, ce sont près de 1500 attaques qui sont ainsi engagées par 4500 aviateurs kamikazes contre la flotte alliée, car la Grande-Bretagne est également présente avec sa Task Force 57. Jusqu'à 2 sorties par jour à l'occasion de grandes vagues d'attaques qui vont endommager 262 navires, destroyers, cuirassés, navires de débarquement et 17 porte-avions, et en couler 26,
causant de nombreuses victimes, en particulier sur le porte-avions USS Franklin, le 19 mars, faisant au moins 807 morts et 487 blessés. La marine impériale japonaise a pour sa part décidé d'engager une opération navale suicide sous le nom d'opération Tengo, paradis en japonais, en faisant échouer sur la plage d'Okinawa le cuirassé Yamato, son plus prestigieux navire, avec son escorte de 9 navires, afin d'y combattre comme une batterie côtière jusqu'à sa totale destruction. Mais cette ultime bataille navale va tourner au désastre pour les Japonais, car la flotte est repérée en mer dès le 7 avril et, privée de couverture aérienne, elle est envoyée par le fond en quelques heures. Si les Japonais ont ainsi perdu 3700 hommes, pour leur part, les Américains ne déplorent que 12 morts. La marine japonaise n'existe plus. À terre, les Américains commencent à partir du 6 avril à rencontrer une résistance beaucoup plus acharnée. En effet, ils n'ont plus affaire aux supplétifs okinawaïens modérément combatifs, car ils se heurtent désormais à des troupes aguerries, retranchées dans leurs blocos au nord et au sud de l'île, obligeant les marines à les déloger au lance-flammes et à la grenade comme à Iwo Jima. Le 13 avril, le cap Edo, au nord d'Okinawa, est atteint par le 2e bataillon du 22e régiment de marine, encerclant la péninsule Motobu au nord-ouest. Au sud, les combats vont se poursuivre jusqu'au 24 juin, au prix d'une avancée extrêmement coûteuse en hommes, car les Japonais ont multiplié les pièges, et surtout, chaque soldat veut tuer le maximum d'Américains avant de succomber. Il leur faut nettoyer les unes après les autres les grottes et les caches fortifiées dans lesquelles les Japonais se sont retranchés derrière 3 lignes de fortification. Mais ces derniers ne se contentent pas de rester sur la défensive. Et le 12 avril, une première attaque sur l'ensemble du front est lancée, suivie par d'autres assauts jusqu'au 14 avril. Ces attaques suicides se heurtent toutefois à la puissance de feu américaine, contraignant les Japonais à revenir à une tactique défensive. Le 24 avril, la première ligne de défense, la ligne Machinato, est enfin prise. Mais la deuxième, la ligne Shuri, est encore plus armée et fortifiée, et elle tiendra jusqu'au 21 mai à grand renfort de contre-attaques soutenues par des assauts kamikazes. Les combats, semblables à ceux de la Première Guerre mondiale, ont lieu sur des terrains détrempés par les pluies de mousson, réduisant la mobilité des blindés. Toutefois, la stratégie des assauts kamikazes finit par échouer, faute à la fois d'avions disponibles et d'aviateurs réellement prêts à mourir. La ville de Naha, capitale de l'île au sud, est prise le 17 mai. Et 12 jours plus tard, c'est le tour du château médiéval de Shuri, ancienne résidence royale devenue le poste de commandement d'Ushijima, à tomber, obligeant 30 000 Japonais à se retrancher derrière leur dernière ligne de défense, la ligne Itoma, à l'extrémité sud de l'île. Les combats qui se poursuivent en juin sont toujours plus violents et les pertes toujours aussi lourdes. Le général Buckner lui-même est ainsi tué le 18 juin par un éclat d'obus. Pour ne pas avoir à se rendre, les Japonais choisissent le suicide. Ainsi, lors de la prise d'Uruma au centre de l'île, lorsque les 4000 marins survivants mettent fin à leur jour dans les tunnels souterrains qu'ils ont creusés. Beaucoup de civils se suicident également, persuadés que les Américains les tortureront avant de les tuer. Mais ce n'est pas le cas de tous. Et pour la première fois, 11 000 hommes préféreront se rendre. En particulier, les Okinawaïens, dont 20% d'entre eux ont choisi soit de déserter, soit de se rendre aux Américains. Toute résistance ennemie cesse le 21 juin. Ushijima et son second, le général Izamusho, décident le lendemain de se suicider selon le rituel du seppuku, mieux connu chez nous sous le nom de harakiri, ce qui signifie en japonais « coupure au ventre ». Les Américains sont victorieux. Mais c'est une victoire chèrement acquise au prix de 12 500 morts, dont 4 900 marins du fait des kamikazes, et de 36 000 blessés. Tandis que les Japonais ont perdu 77 000 hommes,
auxquels il faut ajouter les quelques 150 000 civils d'Okinawa qui ont perdu la vie du fait des combats. Okinawa a ainsi été la plus importante et la plus sanglante bataille du Pacifique. Au même moment, la 14e armée britannique libère Rangoon, la capitale de la Birmanie, le 3 mai 1945, contraignant les Japonais à faire retraite, de telle sorte qu'à la mi-août, c'est toute la Birmanie qui est reprise par les Britanniques. L'île de Bornéo, colonie des Indes orientales néerlandaises, est quant à elle reprise aux Japonais à l'occasion d'assauts amphibies qui se sont déroulés du 1er mai au 21 juillet 1945. En Chine, après la perte des Philippines, les Japonais ont décidé de se retirer des régions les plus éloignées pour se replier sur les grands ports du Pacifique comme Canton, Hong Kong, etc., permettant aux Chinois nationalistes de Chiang Kai-shek de réoccuper les villes abandonnées par l'ennemi. Tandis qu'au nord, les communistes de Mao Tse-tung mènent des actions de guérilla. Ce n'est plus guère qu'en Corée et en Mandchourie, dans l'état fantoche du Manchukuo, que les Japonais sont encore fortement établis sur le continent asiatique. Maintenant, c'est à l'invasion du territoire même du Japon que les Alliés doivent songer, car le gouvernement japonais refuse toujours de capituler. Rappelons que ce pays est constitué d'un archipel de 4 îles principales. Hokkaido au nord, Honshu la plus grande au centre avec la capitale Tokyo, Shikoku la plus petite et Kyushu au sud-ouest. Le plan d'invasion envisagé, sous le nom de code Opération Downfall, ce qui veut dire chute ou effondrement en anglais, devait comprendre 5 millions d'hommes, essentiellement américains, mais aussi 3 divisions du Commonwealth, britannique, canadienne et australienne. Ce devait être la plus importante force militaire, terrestre, navale et aérienne de l'histoire. Ce plan prévoyait 2 phases successives. D'abord l'opération olympique, prévue à partir du 1er décembre 1945 pour conquérir l'île de Kyushu en partant d'Okinawa avec 13 divisions. Puis à partir du 1er mars 1946, l'opération Coronet pour débarquer sur l'île de Honshu à proximité de Tokyo avec 23 divisions. Mais les précédents d'Iwo Jima et d'Okinawa laissent craindre un taux de perte humaine très lourd, d'autant plus que les combats devraient se dérouler sur le territoire même du Japon, et que l'état-major allié estime dès lors, je cite, que les opérations dans cette zone seraient confrontées non seulement à l'armée impériale japonaise, mais aussi à une population fanatiquement hostile. On estime le pourcentage probable de pertes alliées à 35%, soit entre 250 000 et 1 million de tués et blessés, selon les études alors réalisées. Il est à penser que si l'opération Downfall avait dû être lancée, la formidable force de frappe américaine aurait permis de l'emporter, mais à un prix humain très élevé. Toutefois, ce que pratiquement tous ignorent, même parmi les plus hauts gradés de l'armée, c'est que depuis 3 ans, s'élabore dans le plus grand secret le projet de fabrication et de mise au point d'une arme nouvelle d'une puissance encore jamais connue, et qui pourrait mettre un terme rapidement à cette guerre. Il s'agit du projet Manhattan, dont je vous parlerai à l'épisode suivant.